écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Droit et Société, le rendez-vous qui décrypte et questionne la place du droit dans nos sociétés. Aujourd'hui, nous allons aborder une question aussi sensible que centrale. Le pouvoir politique et le droit font-ils bon ménage? Entre les exigences du droit et les réalités du pouvoir, les tensions ne manquent pas. Autorité, légitimité, respect des libertés fondamentales, comment justement concilier ces impératifs qui parfois sont contradictoires? Pour nous éclairer, j'ai le plaisir de recevoir Bouba Diallo, doctorant en droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Diallo, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Seydina Omar Niang. Permettez-moi d'exprimer toute ma joie et l'insigne honneur de revenir sur ce plateau qui est à la fois instructif mais aussi splendide. Permettez-moi aussi, qu'il vous plaise, d'adresser mes salutations à l'endroit de vos sommités téléspectateurs. J'espère bien qu'ils trouveront leur compte sur cette thématique. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Contextualiser peut-être notre sujet. Le pouvoir politique et le droit font-ils bon ménage? Quel est le rapport, Monsieur Diallo, entre politique et pouvoir d'hier à aujourd'hui? Monsieur Niang, c'est une question aussi centrale, comme vous l'avez dit, mais aussi vague et aussi lointaine que la question elle-même, que les concepts de pouvoir et le concept de droit. Cette dialectique entre le pouvoir et la politique, elle est vieille. Cette dialectique, elle est vieille. On peut répondre cette question, ou bien on peut l'aborder du point de vue du pouvoir, du droit constitutionnel, c'est-à-dire depuis l'institutionnalisation de l'État. Vous savez, il y a eu des théories sur le contrat social, sur les sociétés primitives, comment on est arrivé aujourd'hui à ce pouvoir politique-là. Le monde n'était pas aussi l'État aujourd'hui dans sa forme la plus accomplie, qui est l'État moderne, n'était pas autrefois cet État-là. Aujourd'hui, on est arrivé à cet État, à cette forme d'organisation sociale, parce qu'il y a eu des transformations. L'État aujourd'hui, dans sa forme moderne, est né au XVIe siècle. Donc, avant que l'État naisse, il y avait des formes d'organisation sociale politique. Ce n'est pas que on est réveillé au XVIe siècle pour que l'État existe. Il y avait d'autres formes d'organisation sociale politique qui existaient. Et donc, on avait un pouvoir. Le pouvoir existait quand on est parti de l'état de nature défini par Thomas Hobbes ou Jean-Jacques Rousseau, de part et d'autre. On est arrivé à un pouvoir. Maintenant, le pouvoir, les caractéristiques du pouvoir d'aujourd'hui ne sont pas les caractéristiques du pouvoir d'hier. Hier, on avait un pouvoir politique qui était diffus, c'est-à-dire au niveau de la société, dans la société, chaque personne détenait une parcelle de pouvoir. Donc, le pouvoir était diffus. C'était la règle de chacun pour soi et Dieu pour tous. Et on a passé cette étape, on est arrivé à un pouvoir qui était personnalisé, c'est-à-dire identifié en la personne du chef. Et là, on a eu les royaumes, on a eu les empires. Maintenant, à partir du XVIe siècle, on est arrivé à l'institutionnalisation de ce pouvoir. C'est-à-dire qu'on n'acquiert pas ce pouvoir du point de vue traditionnel par rapport à des règles coutumières parce que notre parent a été le chef, ou bien parce que nous sommes le plus fort et nous imposons les règles dans la société. Non, parce qu'il y a un ensemble de règles, un ensemble de mécanismes et un ensemble de systèmes qui sont mis en place pour la conquête, pour la conservation et pour la dévolution du pouvoir. C'est ainsi qu'on parle de l'institutionnalisation du pouvoir. Le pouvoir est devenu institutionnalisé. Maintenant, ce pouvoir a des caractéristiques. C'est un pouvoir civil, c'est un pouvoir temporel, mais aussi c'est un pouvoir exclusif. C'est un pouvoir temporel parce qu'on vous donne un mandat ou bien une durée déterminée pour exercer les pouvoirs qui vous ont dévolus. C'est un pouvoir civil, à l'opposé d'un pouvoir militaire, à l'opposé d'un pouvoir religieux ou un pouvoir traditionnel. Et aussi, c'est un pouvoir exclusif et suprême, comme l'ont défini les constitutionnalistes. Maintenant, à travers cette définition, à travers cette historicité que je viens de décliner, vous vous rendez compte, c'est le droit qui a organisé ce pouvoir politique. C'est le droit qui a permis au pouvoir politique d'éclore, parce qu'on était dans des sociétés primitives où c'était la force qui régnait. Mais à un moment donné, il fallait organiser la société. Donc, quand on parle de contrat social, il y a des règles. Et de ces règles-là qui est né l'État institutionnalisé au XVIe siècle. Donc, on peut dire tout au début, c'est le droit qui
qui a organisé, qui a fait naître le pouvoir politique. S'il l'a pas fait naître dans sa forme la plus originelle, mais aussi dans sa forme la plus moderne aujourd'hui, c'est le droit qui encadre, c'est le droit qui établit un ensemble de règles. La science juridique, c'est un ensemble de règles, un ensemble de systèmes, de mécanismes, parce que le droit, ce n'est pas uniquement la norme, c'est aussi la procédure, c'est aussi des mécanismes, c'est aussi des institutions. Donc, c'est ces ensembles d'institutions, de mécanismes et de règles qui organisent le pouvoir politique. Donc, la dialectique pouvoir politique et droit qui a fait naître qui a engendré qui reviendrait à dire bon, qui est plus ancien, mais bon, partant de cet état de fait, partant de la théorie constitutionnelle, on peut dire que c'est le droit qui a permis au pouvoir politique d'éclore. C'est le droit qui a permis au pouvoir politique d'éclore, c'est le droit qui a organisé le pouvoir politique dans sa forme la plus originelle, si ce n'est pas dans sa forme la plus originelle. Mais pourquoi, M. Diallo, a-t-on besoin du droit pour contrôler le pouvoir? Oui, là, ça revient à la question de départ de Thomas Hobbes ou de Rousseau. C'est-à-dire, on est dans une société où le pouvoir était diffus. Et donc, il fallait organiser ce pouvoir-là. Moi, si je suis plus fort que vous, quand il n'y a pas des règles qui m'encadrent, qui ne m'autorisent pas à attenter à votre vie, qui m'autorisent pas à commettre des infractions, qui m'interdisent ces infractions-là. Maintenant, il y a des lois qui sont préposées, il y a des règles, il y a des mécanismes, il y a des institutions mises en place chargées de réguler la vie en société. Et donc, le droit a été proposé pour réguler la vie en société. La vie en société ne pouvait pas se laisser laisser les individus faire ce qui les chante. Non, fallait maintenant réguler cette vie-là. Fallait dire à tout un chacun, voilà vos droits, voilà vos libertés. Vos droits sont ainsi énumérés, vos libertés les voilà. Pour que vous respectiez les droits des uns et des autres, vous jouissiez de vos droits, mais aussi de vos libertés, tout en respectant les libertés des autres. Donc, le droit a été cet instrument-là qui a permis de sortir un peu, entre guillemets, de l'état sauvage de la société à un état plus civilisé où ce n'est plus le jeu du plus fort, mais quand on exécute quelque chose ou bien quand on s'active, on a en flagrant le droit qu'on est tenté de respecter. Sinon, si vous méconnaissez les règles, les obligations qui vous sont dévolues, et il y a des institutions et des organisations mises en place chargées de sanctionner toute personne qui enfreindrait à une règle de droit. Et donc, le droit est né pour réguler la vie en société. C'est pourquoi on a connu la première maxime qu'on connaît en sciences juridiques, c'est ubi societas, ubi ius. Il n'y a pas de société sans droit. Donc, chaque société a son droit. Donc, chaque société a son droit revient à dire que la société a son droit spécifique. Le droit qui est en France n'est pas peut-être le même qui est en Afghanistan, qui est en Syrie ou bien au Sénégal, au Mali. Donc, le droit, on peut dire que c'est cet instrument-là qui a permis à la société de vivre dans une cohésion sociale, comme vouloir vivre collectif pour ainsi prendre la définition peut-être de la nation au sens subjectif du terme. Maintenant, le droit, c'est un peu l'organisation de la société. Sans le droit, la société serait un jungle. On va revenir un peu à l'état de nature. Effectivement, en France, très récemment, Emmanuel Macron refuse la réalité politique qui lui est imposée par son opposition, en utilisant à l'Assemblée nationale la fameuse loi L49, par exemple. Au Sénégal, avec Abdoulaye Wade déjà en 2007, problème entre le ticket présidentiel, mais avant, je peux faire un deuxième ou troisième mandat ou pas. En 2021, au Sénégal, la même chose, avec le président Macky Sall. Très récemment, chez nos voisins en Guinée-Bissau, avec le président Embalo, j'ai le droit de faire un autre mandat. Certains qui disent que vous n'en avez pas le droit. Justement, M. Diallo, le droit peut-il vraiment empêcher les dirigeants politiques de faire tout ce qu'ils veulent faire? Vous savez, votre question, elle est pertinente. Je pense que Karl Marx l'a déjà répondu. Et il a dit que le pouvoir, en fait, c'est une forme de domination sociale. C'est ce qui veulent dominer la société, s'investissent dans le pouvoir politique. Et lorsqu'ils accèdent à la souveraineté, à la magistrature suprême, ils prennent leurs intérêts personnels pour être l'intérêt général. Et donc, vous avez énuméré, le droit ne peut pas, en fait, totalement empêcher les pouvoirs politiques de s'adonner à ce qu'ils veulent.
Parce que le droit, je l'ai rappelé tantôt, c'est un instrument. Et cet instrument-là, quand on le trouve ici, on peut le modifier. Je vais suivre votre exemple. On prend les régimes militaires qui existent partout en Afrique, au niveau, au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Ils ont trouvé un ordre constitutionnel établi. Un ordre constitutionnel qui vous exige d'aller vers les citoyens pour requérir leur avis, pour être leurs dirigeants. Et aujourd'hui, ils se sont rendus compte que ce système-là ne les permettait pas, ces militaires-là, d'arriver au pouvoir. Ils ne sont pas des civils. Ils ne pouvaient pas accéder au pouvoir. Ils ne pouvaient pas briguer un mandat politique. Et donc, il fallait prendre les armes. Une fois les armes prises et que ils ont quitté les casernes pour rejoindre les palais idylliques des présidences. Maintenant, là, ils vont changer. Vous verrez automatiquement le premier discours prononcé à la télévision nationale, c'est quoi? Nous suspendons la Constitution. La Constitution, elle est suspendue. Et même les institutions constitutionnelles sont mises en berne. Donc, le droit revient à être un outil. Revenons un peu à l'exemple du Sénégal, comme vous l'avez dit. Le ticket présidentiel en 2011 avec le président Abdoulaye Wade, la question de la troisième candidature du président Macky Sall, la question de la troisième candidature même au niveau de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire et aussi au Burkina Faso. Maintenant, on a un système, même si vous verrouillez le système, c'est-à-dire même si vous verrouillez la Constitution elle-même et vous dites qu'il n'y aura pas une troisième candidature, il n'y a rien qui s'oppose à que cette Constitution même soit mise de côté et pour l'adoption d'une nouvelle Constitution. Donc, le droit, c'est un instrument que les pouvoirs politiques utilisent à leur guise. Ils trouvent des règles établies et lorsque ces règles-là ne sont pas à leur goût, ne sont pas à leurs intérêts, au nom peut-être, entre guillemets, d'un intérêt général que eux seuls connaissent, ils vont dire maintenant on va changer les règles et au besoin pour plaire à un chef, pour plaire à un prince. Donc le droit là, il est un instrument, il ne peut pas totalement, je dis, empêcher les pouvoirs politiques de faire ce qu'ils veulent. Parce que quand ce droit-là demeure être une limite, ou bien se présente comme étant une limite pour les aspirations des pouvoirs politiques, de ces politiques-là au niveau de l'exécutif, ils ont tendance à modifier ce droit. C'est-à-dire, il y a une règle de droit qui ne les permet pas de briguer une troisième candidature. Ils vont modifier la Constitution et cette règle-là ne va plus exister. Donc, le droit va résumer être comme une marionnette entre les mains des pouvoirs politiques. C'est un instrument, un jeu de force que les pouvoirs utilisent. Donc, le droit ne peut pas totalement, à votre question, je répondrai que le droit ne peut pas totalement empêcher les pouvoirs publics de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils détiennent le pouvoir déjà. Parce qu'ils détiennent le pouvoir déjà. À vous, chers téléspectateurs, je rappelle que vous êtes dans votre émission Droit et Société. Nous recevons aujourd'hui Bouba Diallo, qui est doctorant en droit privé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est aussi responsable de la commission art oratoire du CENAC, la faculté des sciences juridiques et politiques. Il est chargé de travaux dirigés à l'Université Dakar-Bourguiba. Il est membre de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal, président du Club droit international et aussi membre du Club CEDEAO de l'UCAD. Monsieur Diallo, à votre avis, aujourd'hui, qui est le plus fort entre la politique et le droit? Monsieur Nyan, cette question, j'ai envie, en tant que juriste, aussitôt au regard de la réalité politique, de dire que c'est le pouvoir politique qui est le plus fort. Mais aussi, en tant que juriste, il m'incombe de donner une réponse duelle, c'est-à-dire de dire oui, mais ou non, mais. Nous savons que le pouvoir politique, c'est ce pouvoir-là qui édicte le droit. Le droit a un cycle de vie. C'est l'élaboration, c'est l'application, mais aussi c'est l'inspection de la règle de droit. On l'adopte pour les besoins. C'est-à-dire que le droit répond à des besoins, à des nécessités sociales, à des aspirations des pouvoirs publics. Ce sont les pouvoirs publics qui, à un moment donné, ont besoin d'une loi sur le terrorisme, d'une loi sur la cybersécurité, d'une loi sur l'intelligence artificielle, d'une loi sur un domaine ou sur un autre. Et donc, c'est ces politiques-là qui façonnent le droit. Et maintenant, le droit, il est là, il est existant. Quand les politiques n'ont plus besoin de ce droit-là, ils le font disparaître automatiquement de l'ordonnancement juridique. Donc, le droit, il est là comme étant un outil servant à la seule volonté des pouvoirs politiques. Mais donc, on est tenté à se dire que ces pouvoirs politiques, c'est eux
qui sont les plus forts. Le droit n'est que subsidiaire par rapport à la réalité sociale. Mais demeurons, en parlant de l'état de droit, une fois que ce droit-là existe, parfois il y a des règles que même si le pouvoir politique, les pouvoirs publics veulent s'en défaire ou se délier de ces règles-là, ils sont tenus de respecter ces règles-là. On peut en parler des libertés fondamentales, des droits et libertés fondamentaux, des libertés individuelles et des libertés collectives. Même si les pouvoirs publics sont tentés à méconnaître certaines obligations, il y a la société qui est là, il y a même le juge qui est là, il y a même des forces d'organisation sociale qui rappellent à l'ordre ces pouvoirs publics, leur demandant de respecter le droit. Donc, nous sommes dans un état de droit. Et quand vous êtes dans un état de droit, c'est normalement le droit qui est au-dessus de tout. Donc, que ce soit les autorités politiques, que ce soit des autorités administratives, que ce soit les citoyens, ils sont tenus au respect de la règle de droit. Et dans ce cadre-là, si on est tenté à respecter le droit, c'est le droit qui prime. Maintenant, ce droit-là, on le constate quand il ne convient plus aux autorités politiques. Là, ils ont le plaisir d'aller devant les parlementaires et leur demander une nouvelle délibération ou bien une nouvelle adoption d'une loi certaine. Je vous donne l'exemple le plus illustratif, c'est la loi portant amnistie des faits du mois de mars 2021 au mois de mars 2024. Là, vous savez, il y a un régime qui était en place, le régime dirigé à l'époque par le président Macky Sall. Pour eux, pour se dédouaner peut-être de certaines responsabilités pénales ou civiles, des faits qui pourraient revêtir une qualification pénale, ils ont jugé nécessaire d'adopter une loi portant amnistie. Pour eux, bon, c'est pour pacifier l'espace public, mais comme le dit Karl Marx, c'est un intérêt personnel qu'on a converti en intérêt général. Donc, c'est pour se dédouaner de leur éventuelle responsabilité. Et ça, c'est parce que ils ont besoin d'une loi portant amnistie. Ils l'ont adoptée parce que ça va de leur intérêt. Là, c'est la domination du pouvoir sur le droit. Et aujourd'hui, on est tenté à voir le régime en place adopter une loi interprétative loi portant interprétation de la loi d'amnistie. Et là, vous vous en rendez compte que le droit, il est là. Il n'est pas définitif. Il est provisoire. Le droit, il change à la seule volonté des politiques. Et donc, on est en résumé au demeurant de dire que c'est le politique qui domine le droit et très largement d'ailleurs. On va peut-être s'intéresser un tout petit peu aux juges, aux magistrats et se demander, mais finalement, est-ce que on peut faire confiance aux juges pour être peut-être totalement indépendant vis-à-vis du pouvoir politique? Oui, effectivement, on peut faire confiance aux juges, mais la confiance, c'est quelque chose, c'est un sentiment en soi. Maintenant, il y a un ensemble de règles qui permettent aux juges d'être indépendants. Pour rappeler un peu la leçon inaugurale du juge Kéba Mbaye sur l'éthique, disait que est indépendant le juge qui le veut. Est indépendant le juge qui le veut. Donc, si le juge veut être indépendant, j'ai l'habitude de le dire à travers mes articles, la corruption, quand on parle de l'indépendance, la société, les citoyens ont envie de poser la question de la corruption. Et la corruption, on le sait. Moi, j'ai l'habitude de le dire. La corruption, c'est un sujet actif et un sujet passif. Il y a un corrupteur et il y a un corrompu. Et donc, pour pour enlever ou bien combattre cette corruption au niveau de ces administrations-là, au niveau de ce pouvoir-là, il faut que la société elle-même cesse de corrompre. Maintenant, l'indépendance de la justice, il y a un ensemble de règles, il y a des mécanismes qui permettent à ce juge d'être indépendant et de se dissocier totalement du pouvoir politique. Alors, il y a des questions d'inamovibilité, il y a des questions d'indépendance garanties constitutionnellement, mais aussi garanties par un statut général, un statut des fonctionnaires, un statut des magistrats qui est là. Il y a un ensemble de règles, il y a un ensemble de codes, il y a un ensemble de principes qui permettent aux juges d'avoir toute la liberté de conscience, mais aussi le respect de la règle de droit lors de la délibération des affaires qui lui sont soumises. Maintenant, les citoyens sont amenés à se demander, au regard de certaines décisions rendues de part et d'autre, est-ce que le juge, lui, il n'est pas inféodé, comme le disent certains, au pouvoir politique, notamment à l'exécutif. Bon, on est tenté de le dire au regard de certaines actualités judiciaires, mais le juge bénéficie en tout cas des garanties statutaires, c'est-à-dire il y a un ensemble de règles qui sont mises en place pour lui permettre d'être totalement indépendant. Maintenant, reste au fond la question de la personnalité
le juge Kebamba, il disait, au regard, quand on résume la question, c'est une question d'éducation de base. S'il y a un ensemble de règles statutaires qui permettent au juge d'appliquer pleinement la règle de droit, de permettre un état de droit d'exister, et que lui-même, il ne les applique pas, il ne les met pas en œuvre, c'est de sa responsabilité personnelle. Et donc là, il y a des règles qui existent. Et certaines décisions n'entachent en rien l'indépendance de la justice. Je pense que pour répondre à ces questions en définitive, il y a un ensemble de règles, il y a un ensemble de principes, il y a un arsenal juridique, un ensemble de mécanismes qui permettent à ces juges-là d'être indépendants, et on peut se fier vraiment à ces juges. Parce que pour donner un exemple et terminer par rapport à cela, à l'occasion, lorsque le président Macky Sall a voulu reporter l'élection présidentielle, on a vu le rôle qu'a joué le Conseil constitutionnel. Et c'était à la surprise générale le Conseil constitutionnel qui osa dire non au président de la République, et dire même de fixer le Conseil constitutionnel s'est substitué au président de la République en donnant une date d'élection. Et il y a le pouvoir législatif qui était accommodé à la volonté du pouvoir exécutif de vouloir reporter l'élection présidentielle jusqu'au même mois d'août. Il y avait même une loi qui a été votée à ce propos. Mais le Conseil constitutionnel a dit, au regard de la Constitution, dont je suis chargé d'assurer la conformité par rapport aux actes qui m'ont été déférés, maintenant, moi, je pense que vous ne respectez pas cela. Et maintenant, on est arrivé à une élection dans 4 jours qu'on va fêter, le 24 mars 2024. C'est parce qu'il y a la place importante du juge. C'est aujourd'hui, on s'interroge de plus en plus sur la place de juge régulateur dans nos sociétés. Et là, même si des exemples à foison contredisent peut-être la thèse d'une indépendance de la justice, il y a vraiment une littérature qui donne à penser que la justice, elle est vraiment indépendante. Il y a un ensemble de mécanismes proposés à cet effet. Mais l'on assiste à une crise de la représentation dans les démocraties. Comment justement les citoyens aujourd'hui peuvent s'assurer que ceux-là qui ont le pouvoir respectent suffisamment les lois? Voilà, c'est ça en fait le problème. Vous avez touché là où ça fait mal, une crise de la représentation. Parce qu'aujourd'hui, on a eu, si je me rappelle, une année ou un an de cela, une émission qui portait sur la jeunesse et la politique. Et là, on se réfère. Aujourd'hui, quand on scrute l'actualité de l'arène politique, on voit qu'on ne vote pas pour des programmes, et on vote pour la personne. Et aujourd'hui, vous, M. Seydina Omar Niang, vous êtes chef de parti. Mais lorsque vous briguez un mandat, que ce soit un mandat parlementaire ou bien un mandat exécutif, c'est en votre personne qu'on élit. Maintenant, toutes les personnes qui demandent peut-être à avoir un poste de responsabilité ou bien un poste électif se rangent derrière vous. Et ces crises de la responsabilité-là font qu'on est en train d'élire des personnes qu'on ne connaît même pas leur capacité à gouverner, ou bien leur capacité à nous adopter des lois taillées sur mesure qui répondent à l'intérêt général. On est là, on est des députés, pas du peuple, ce qu'on devait être, mais on est des députés de notre parti. Il y a des députés, quand vous amenez un projet de loi sur la table de l'Assemblée nationale, c'est automatiquement passé. Tant que ça vient du régime auquel ils sont partis, ça passe. Maintenant, il y a aussi l'opposition qui est là. Tant que ça vient du régime, on ne vote pas. Donc, on ne regarde plus l'intérêt général de ce peuple. Maintenant, il y a cette crise de même pas de représentation, j'allais être plus loin, crise de confiance entre les citoyens et la représentation nationale. Tu vois, jusqu'à même qu'ils se demandent, mais qu'est-ce qu'ils nous servent si ce n'est de gagner leur argent et d'être au niveau de l'hémicycle en train de se bagarrer, en train de se tirer les cheveux. Et là, c'est vraiment regrettable. Les citoyens, peut-être, ne donnent même pas l'intérêt. Quand vous voyez les ratios de participation au niveau des élections législatives, c'est tellement différent par rapport à l'élection présidentielle. Surtout la jeunesse, elle est plutôt intéressée à connaître leur dirigeant, le président de la République, que leurs députés, alors que c'est la loi qui fait la République. Alors, on doit plus s'intéresser sur le statut, sur la carrure de nos représentants nationaux au niveau de l'hémicycle que le président lui-même. Parce que le président ne peut pas se dérober à la règle de droit. Toutes les ambitions présidentielles, toutes les ambitions qu'il a pour mettre le pays sur les bons rails, il lui faut des lois de finances, il lui faut des lois sociales relativement sur chaque aspect. Et c'est l'Assemblée nationale là qui est chargée de connaître ces affaires. Mais je rappelle aussi que ces représentants, ces parlementaires-là n'ont pas la formation requise.
C'est-à-dire, on est là, ils adoptent des lois, ils ne connaissent même pas d'ailleurs le contenu ou bien les termes juridiques appropriés. Et ça crée vraiment une rupture de confiance entre les citoyens et la représentation nationale. Mais peut-être, un tout petit peu penser à la protection des libertés fondamentales que la Constitution garantit aux citoyens. Comment donc le droit, M. Diallo, peut-il protéger les libertés fondamentales des citoyens? Comment le droit peut-il protéger les citoyens contre les abus de pouvoir? Effectivement, c'est là où peut-être qu'on aura droit à dire que c'est là où le droit prime sur le pouvoir, notamment en matière de liberté fondamentale, en matière de droits et libertés fondamentaux. Là, le juge lui-même, il est jaloux en matière de protection des libertés fondamentales. La Constitution les garantit. Il y a des libertés qui sont situées aux articles 6, 8 suivants de la Constitution. Il y a des libertés individuelles. Il y a des libertés collectives. Maintenant, le droit protège ces libertés fondamentales. Tant que ces droits et libertés fondamentales ne sont pas méconnus, on peut tenter de dire que nous sommes dans un état de droit. Maintenant, les citoyens, ils sont plus attachés à ces droits et libertés fondamentales qu'à tout autre droit. Donc, ces droits-là, libertés fondamentales, il y a la garantie d'abord constitutionnelle. La Constitution garantit ces libertés-là, mais le juge les garantit davantage. Parce que le juge, quand vous parlez de libertés fondamentales, surtout des libertés publiques, liberté d'association, liberté de réunion, ainsi de suite, liberté de réunion publique, c'est-à-dire ce qu'on dit en français facile, les libertés de manifestation. Maintenant, là, le juge, il exige des conditions. Il exige des conditions qui ne sont pas alternatives mais cumulatives. Aujourd'hui, moi, quand je veux organiser une réunion publique, donc une manifestation, je demande à l'autorité administrative. Bon, c'est une lettre d'information, notamment qu'on doit faire, pas une autorisation. Bon, c'est pour commodité de langage. Mais lui, il est tenu par le droit. D'une part, de dire que bon, il y a une insuffisance de force de l'ordre et il y a risque réel de trouble à l'ordre public. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, le juge n'hésiterait même pas à annuler l'acte administratif pris par l'autorité administrative. Donc, par rapport aux libertés fondamentales, par rapport aux droits et libertés fondamentaux, le juge, il est jaloux et il est strict en la matière pour la protection. S'il y a d'autres droits ou d'autres choses qui sont assez allègrement méconnues par les pouvoirs publics, les libertés individuelles trouvent être une exception. Mais bon, c'est pas dire qu'elles ne sont pas méconnues. Il y a des circonstances dans lesquelles totalement ces libertés sont méconnues. Notamment, même les citoyens, ils sont plus attachés à ces libertés fondamentales. Quand vous voyez des citoyens, des manifestations par-ci, par-là, c'est parce qu'il y a des libertés individuelles et collectives qu'ils pensent qu'ils sont bafouées. Le citoyen demande plus de liberté, plus de droits que toute autre chose. Donc, quand vous ne permettez pas de s'exprimer aussi individuellement, la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté d'opinion, le citoyen se pense être dans un état de tyrannie, dans une dictature affirmée. Et là, il n'hésite pas à exposer toute sa colère sur la place publique. Et là, on dit que bon, je ne dirais pas que les libertés fondamentales ne sont pas violées, ils sont totalement et strictement respectées. Le juge s'en assure de leur respect. Mais il y a des fois, il arrive des circonstances dans lesquelles vraiment les pouvoirs publics méconnaissent totalement ces libertés fondamentales d'aller et de venir. Pour en prendre un exemple, aujourd'hui, en tant que juriste, on est censé de se demander à quoi bon interdire des dignitaires de l'ancien régime de sortir du territoire. En fait, c'est un bon droit au pouvoir politique actuel de le dire. Mais on a tous appris que l'acte administratif unilatéral, pour qu'il puisse être opposable au destinataire, si c'est un acte individuel, il faut la notification. Si c'est un acte réglementaire, il faut qu'il y ait la publication. Si c'est un acte individuel intéressant les tiers, il faut qu'il y ait à la fois notification et publication. Mais aujourd'hui, il y a des dignitaires de l'ancien régime qui se présentent au niveau des tarmacs de l'aéroport, ils n'arrivent pas à embarquer. Parce qu'on leur dit, voilà, tous azimuts, Sindji, vous êtes pas autorisés à embarquer. Alors qu'on devait leur notifier. On va pas dire que c'est pas, ils ne sont pas autorisés, ces pouvoirs publics, à interdire la sortie du territoire, mais il faut notifier ces personnes. Donc, la liberté d'aller et de venir, c'est une liberté fondamentale. Ces libertés-là, de tout temps et de tout lieu, sont méconnues aussi bien en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Mais le juge, vraiment, s'il y a un point sur lequel il est trop attaché, trop jaloux, c'est en matière de liberté publique et les libertés fondamentales. En termes de liberté publique et de liberté fondamentale, Bouba Diallo, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Télé École, tellement vous êtes passionnant et passionné,
et que vous faites aimer, en tout cas, le droit, la politique à tous ceux-là qui vous écoutent. Le temps qui nous est imparti arrive malheureusement à sa fin, alors que nous avions même beaucoup et trop de choses à dire. Et quel est votre dernier mot? En fait, je suis très honoré et merci de ces remarques et de ces lauriers que vous me lancez. C'est tout un honneur, en fait, de parler du droit et c'est important. Mais j'ai envie de terminer sur une note. Je dirais que la seule victime, c'est le droit de toujours. Parce que chaque génération de politique a sa génération de juristes. Et là, au lieu de défendre le droit dans sa globalité, dans sa pureté, on est là, on défend parce qu'on a une obédience politique ou bien parce qu'on est encarté de part ou bien qu'on attend quelque chose de la nouvelle équipe. Et au final, c'est le droit qui perd. Au final, et de toujours, c'est le droit qui est la principale victime. Et je dirais cette expression, chaque génération de politique a sa génération de juristes. Chaque génération de politique a sa génération de juristes. Le droit et le pouvoir sont indissociables, mais leur équilibre reste un défi constant. Entre encadrement et influence, les relations façonnent nos sociétés. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro de Droit et Société sur Télé-École. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Télé-École dans toutes ces plateformes. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École.